Bonjour Marilyn, Bonjour Abigail. je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Cancéro. Merci pour ton temps. Mais merci à toi d'être venu me trouver, en tout cas pour ce sujet. Merci beaucoup. Alors, tu es médecin généraliste et tu as aussi une casquette de sexologue dans un centre de lutte contre le cancer. Et cette casquette-là m'intéresse particulièrement parce qu'aujourd'hui, je voulais aborder avec toi le thème de la sexologie. Est-ce que je t'ai bien présentée tout d'abord ? Alors oui, effectivement. Merci Abigail. La casquette, elle est oncosexologue exactement à l'Institut de cancérologie, pour ne pas le citer. Et je suis sexologue aussi dans mon cabinet de médecin généraliste en semi-rural. Voilà. Très bien, merci. Tout d'abord, pour commencer, est-ce qu'on peut définir ce que c'est que la sexologie pour les patients qui nous écoutent ? C'est quoi la sexologie et c'est quoi la santé sexuelle ? Eh bien, c'est une très bonne question, merci beaucoup de la poser. Alors, je vais commencer par la santé sexuelle. Donc, la santé sexuelle, c'est un état de bien-être physique, émotionnel, social et mental dans le domaine de la sexualité. Ça ressemble étonnamment à la définition de la santé simple qui existe depuis 1946. Cette définition de la santé simple, c'est un état de bien-être physique, mental. Et on a rajouté, du coup, pour la santé sexuelle, cette notion de émotionnel et social dans le champ de la sexualité. C'est très récent, donc la santé globale, tout le monde la connaît, depuis cette définition de l'OMS en 1946, mais la définition même de la santé sexuelle, on a attendu 2002, et ce n'est même qu'en 2016 que le Haut Conseil de santé publique a intégré vraiment la santé sexuelle comme partie intégrante de la santé globale de l'individu. Oui, donc avant, c'était pas tellement pris en compte toute cette dimension dans les parcours de soins des patients. Oui, tout à fait. En tout cas, ce n'était pas complètement intégré et on ne faisait peut-être pas attention, on n'y faisait pas attention. Mais maintenant, c'est vrai que nous y sommes de plus en plus sensibilisés. Enfin, je reste optimiste quant à la sexualité et ses soucis. Grâce à la sexologie, j'en viens du coup à la deuxième définition. Et la sexologie, donc c'est la prise en charge par un sexologue des souffrances en lien avec la sexualité, que ce soit justement dans les champs du social, du mental, du physique ou de l'émotionnel. Généralement, les prises en charge auprès d'un sexologue se font, alors c'est très variable, ça peut aller de quelques séances à plusieurs séances, allant jusque plusieurs mois. Et pour ma part, les consultations durent 30 à 40 minutes. Et à l'Institut Jean Godinot, enfin l'Institut, c'est pareil. Un sexologue peut être à la base un médecin généraliste, un médecin tout simplement, un kiné, une sage-femme, une infirmière. Tout le monde ne peut pas être sexologue, c'est ce que je veux dire. Même toi, pharmacienne, je pense que tu pourrais, Abby. Mais il faut une formation supplémentaire de 3 ans en passant par un DIU. Le mien, je l'ai passé sur Paris. Et voilà, en plus de mon cursus médical. Voilà. Pourquoi une bonne santé sexuelle participe à un état de bonne santé générale ? Très belle question. Alors en effet, comme je le disais, la santé sexuelle fait vraiment partie intégrante de la santé de tout individu. Et maintenant, il faut savoir que l'individu peut être malade ou non malade, mais on s'aperçoit maintenant que les maladies chroniques, notamment le cancer dont tu t'intéresses beaucoup dans tes podcasts, donc c'est une maladie chronique, je la considère comme telle, eh bien, prendre en compte la sexualité de nos patients atteints de cancer, c'est prendre soin de leur qualité de vie. Et ça n'a pas de prix, c'est important. Avant, on se centrait sur le traitement du cancer direct, la chimiothérapie, la radiothérapie, mais il y a tous les à côté. Donc, je vais faire une transition avec les soins de support qui te sont chers à Abigail. Les soins de support, ce sont des soins qui permettent d'accompagner les patients pour lutter contre les effets secondaires, principalement des traitements spécifiques au cancer. Il y a par exemple des consultations douleur, des consultations fatigue, des consultations même socio-esthétiques dans le cadre du cancer du sein. Et il y a maintenant les consultations d'oncosexologie, donc pour prendre soin de nos patients dans la globalité de leur santé.
c'est presque un soin de support accessible à tout le monde, même si des fois y a des problématiques Oui, qui entravent. Mais faire en sorte d'avoir une sexualité épanouie, c'est même pendant les traitements, où justement, là où c'est difficile, c'est aussi se ramener à un état de bien-être dans le moment présent, qui n'est pas toujours accessible en fait, au vu des parcours de soins difficiles. La sexualité, elle n'est pas abordée tout le temps dans le cancer. Maintenant, quand est-ce qu'il faut en parler ? Je ne sais pas, mais je sais qu'il faut en parler dès le début, prévenir. La prévention, ça c'est le maître mot dans notre profession, la tienne comme la mienne, et vraiment prévenir que ça existe, qu'à un moment donné de la prise en charge, la sexualité peut flancher. C'est déjà un pas important de savoir que ça existe. Maintenant, tous les instituts n'ont pas une consultation d'oncosexologie, je l'avoue. Je reste, comme je le disais, optimiste quant à l'évolution de cette profession. Mais voilà, je pense que la marche des sexologues est en train d'avancer. Et selon toi, comment les parcours de soins du cancer peuvent entraver la sexualité des patients et de leurs partenaires et créer des difficultés ? Alors, il faut savoir, comme on le disait, le cancer va atteindre les patients dans toutes leurs dimensions, que ce soit donc leur physique, leur émotion, mais aussi le social, dans le couple, le relationnel, je dirais. Donc, par exemple, je vais citer un des exemples, je pense, pour concrétiser tout ça. Quand on reçoit des patientes, elles peuvent venir en lien avec des problématiques qui ont lieu n'importe quand dans la prise en charge, parce que c'est très subjectif, la sexualité. Il y a des dames, dès le début, vont avoir besoin de venir nous voir pour déjà nous questionner, savoir qu'est-ce qui va se passer, comment amorcer le changement qui va arriver, comment les aider, comment les accompagner. Je trouve ça vraiment très intéressant d'ailleurs qu'elles viennent dès le début, et je remercie d'ailleurs les oncologues, les infirmières aussi de reformulation de nous citer pour pouvoir justement dès le début parler de ces problématiques sexuelles avec nos patientes. Il y en a d'autres qui viennent nous voir parce qu'il y a des soucis en lien avec la chimiothérapie, l'hormonothérapie. Donc après, je vais parler de choses fréquentes, parce que les problématiques sont encore une fois très personnelles, mais la sécheresse vaginale, c'est un énorme symptôme, un énorme motif de consultation. Et nous prenons beaucoup en charge ce souci. Il y a aussi évidemment la cicatrice, le rapport au corps, quand il y a chirurgie. Alors je parle beaucoup du cancer du sein, puisque dans l'institut dans lequel je travaille, c'est beaucoup à laquelle je suis confrontée, les soucis à laquelle je suis confrontée, mais il y a effectivement les cicatrices après, les problèmes après une cystectomie, parfois quand il y a eu laparotomie et qu'il n'y a pas pu y avoir célioscopie. D'autres soucis avec l'image aussi de soi, c'est par exemple la perte de cheveux avec la chimiothérapie, les prises de poids, la perte de poids. Tout ça sur l'image du corps, c'est l'estime de soi, l'image de soi, c'est très impactant sur la sexualité, et on s'aperçoit que le désir flanche énormément. Les troubles du désir après la sécheresse vaginale, voire même concomitants, sont prépondérants dans nos consultations. Et c'est vrai que j'avais lu aussi dans une étude que 40% des cancers touchaient directement la zone génitale ou une zone érogène, et forcément, bien évidemment, ça crée beaucoup de difficultés après dans la sexualité. Alors c'est très intéressant que tu cites effectivement des chiffres, des publications. Il y en a une aussi très marquante, parce que la tienne l'est déjà, mais il y en a une très marquante qui montre bien que les troubles de la sexualité chez les personnes atteintes de cancer, c'est 50 à 80% des patients, de tout patient confondu pour un cancer, et 50% de ceux-ci, c'est un problème en lien avec l'image de soi. Alors oui, c'est important du coup d'en parler, ce n'est pas rien. La seule chose, c'est que souvent on est un peu gêné d'en parler, on n'ose pas, on garde son énergie pour se battre
contre le cancer, parce qu'il y a d'autres choses à investir, la fatigue, le stress, parfois l'amputation d'un membre. Mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quelle est la fonction sexuelle, par exemple du sein. Là, je parle du cancer du sein, là tu parlais de zones érogènes, donc c'est très intéressant. Pour ceux qui ne savent pas, les zones érogènes, ce sont toutes les zones qui peuvent amener à une excitation sexuelle. Et le sein, alors c'est intéressant de voir lors de la consultation, quelle est la place du sein dans un couple avant le cancer. Chez certaines personnes, le sein, il est anodin, j'ai envie de dire. D'autres, il est très investi justement pour le rapprochement sexuel, pour l'excitation. Donc la perte d'un sein, évidemment, en fonction de l'histoire et de la place du sein dans le couple, peut être impactant dans la sexualité. Mais j'aime bien leur rappeler quand même que le sein, il est ni nécessaire ni suffisant pour avoir une bonne activité intime. Il n'y a que dans l'espèce humaine que le sein a une fonction, entre guillemets, érotique, puisque à la base, il n'a que pour fonction l'allaitement, la nutrition. Ça dépend vraiment des tribus, des cultures, puisque les femmes africaines, elles se baladent bien les seins nus sans pour autant susciter l'excitation des messieurs ou des autres partenaires. Donc, encore une fois, j'aime bien un petit peu rechercher quelle est la place du sein, quelle est un peu la culture autour du sein pour nos patients et nos couples, évidemment, que l'on reçoit. Ça permet aussi un peu de dédramatiser certaines, de voir qu'il y a aussi d'autres zones érogènes qu'on peut investir. On leur propose, on en reparlera après, mais on leur propose des petits jeux érotiques et généralement on s'aperçoit qu'il y a d'autres zones à investir. Mais oui, le sein et sa fonction comme zone érogène ou comme zone érotique, c'est très impactant pour beaucoup quand même. Et est-ce que tu conseillerais à tous les patients de consulter en sexologie à partir du moment où ils sont dans un parcours cancer, ou seulement quand on détecte un mal-être avec le partenaire, une vie sexuelle qui n'est pas épanouissante, on va dire, est-ce qu'il faut attendre l'apparition des problèmes pour consulter ? Alors, je ne sais pas ce qui compte. Est-ce que c'est de savoir quand il faut consulter ? Est-ce qu'il faut consulter ? Et dès lors qu'il y a une préoccupation, même infime, eh bien, on peut venir en parler. Attendre, je ne pense pas que ce soit vraiment bon, mais prévenir, c'est déjà beaucoup. Et du coup, tu nous parlais des suites de chirurgie qui peuvent être très, très difficiles avec des douleurs. On a aussi la fatigue pendant les traitements qui peut aussi entraver la sexualité des patients. Alors effectivement, la fatigue, toutes les émotions, même la dépression, l'anxiété qu'on peut ressentir, tu as raison, impactent énormément la sexualité d'une personne. Alors j'aime bien reprendre avec les patientes le cycle de la réponse sexuelle, justement, pour leur montrer que les émotions ont une place prépondérante dans la sexualité. Un rapport sexuel, ce n'est pas que du physique, ce n'est pas qu'une pénétration. Et donc, je reprends avec elle ce cycle. Je vais l'expliciter très succinctement. C'est toujours délicat, sans papier-crayon pour vous montrer. Donc, un rapport sexuel, un rapprochement intime commence avec du désir. Le désir, c'est cette capacité à envisager de manière positive un rapport intime. Arrive après cette phase de désir une excitation. L'excitation, c'est la lubrification pour les dames et l'érection pour les messieurs. Arrive après la phase de plateau, une sorte de va-et-vient lorsque l'on est dans un rapport déjà pénétrant, ou alors une sorte de caresse mutuelle lors de préliminaires pour enfin arriver à l'orgasme. Orgasme qui n'est pas une fin en soi, un rapport sexuel peut être très satisfaisant sans orgasme, c'est important de le rappeler. Puis arrive après cette phase, la phase de repos, la phase réfractaire ou dodo. Donc, évidemment que la fatigue, dès le début, elle va jouer sur le désir. Le désir dépend énormément de nos émotions, et donc si on est fatigué, bien évidemment qu'on n'est pas en mesure de se laisser aller, de lâcher prise pour un rapport intime avec l'autre. Mais bonne nouvelle, dans la sexualité, il n'y a pas que le rapport physique, il y a
tous les à côté, passer du temps à deux, avoir un temps d'intimité, un temps de partage et de complicité, tout ça, ça fait partie de la sexualité. C'est un moment de plaisir à deux. Il ne faut pas l'oublier, c'est très important, on en parle énormément dans nos consultations. La séduction dans un couple, que l'un ou l'autre soit atteint d'un cancer ou non, est très importante. Et s'il n'y a pas derrière de relation physique, ce n'est pas grave, mais savoir que l'on essaye de plaire à l'autre, que l'autre fait des efforts pour nous plaire, c'est important. Ce temps de partage, ce temps de caresse, se tenir la main, marcher dans la forêt, respirer le bon air à deux, partager des moments qui vous appartiennent, qui appartiennent aux patients. Mais ça n'a pas de prix et ça fait partie déjà de la sexualité. Mais oui, même fatiguée, des fois c'est difficile d'aller marcher, hein je le sais. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin de se mettre une pression de rapport intime, voilà. Tu parlais aussi, je crois, de la douleur, tu parlais de fatigue et de douleur. Alors, cette douleur, encore une fois, donc c'est très subjectif d'un patient à l'autre. La douleur est à définir avec la patiente ou le patient parce que ça peut prendre une place tellement prépondérante que la sexualité n'a pas de place. Et heureusement, le plus important, c'est de s'en sortir avec cette douleur. Et quand bien même si on est obligé de vivre et de s'adapter avec cette douleur, on va trouver une forme de sexualité, on va faire évoluer la sexualité en fonction justement des douleurs. On n'est pas obligé de tout arrêter, mais on peut comprendre quand même que la douleur fasse que la sexualité n'est pas au premier plan. Au final, c'est hyper intéressant ce que tu nous dis, parce que au final, il faut favoriser une très bonne communication avec son partenaire, peut-être faire évoluer sa ou ses sexualités, peut-être se mettre des moments entre parenthèses à deux, se créer de l'espace. Et puis communiquer, ne pas réduire au final la sexualité à l'acte de pénétration parce qu'au final c'est beaucoup trop réducteur et il y a plein d'autres attentions, plein d'autres choses que l'on peut mettre en place et favoriser la communication avec son partenaire pour bien faire comprendre aussi son ressenti face à la fatigue, face aux douleurs, face aux émotions et aussi face à toute cette charge mentale des soins, des traitements, des rendez-vous médicaux qui fait que bien sûr que des fois on n'a pas l'esprit libre pour faire un petit peu de place à la sexualité. Exactement. J'aime bien aussi leur rappeler la notion de fausse croyance. Parce que pour certains, la sexualité, c'est 2-3 fois par semaine. Donc quand on a un cancer, justement, comment on fait quand on est fatigué, quand on n'a pas envie ? Eh bien, il n'y a pas de normes dans la sexualité. C'est important de les rassurer. Alors quand bien même qu'on n'ait pas de cancer, d'ailleurs, la sexualité, elle évolue avec nous-mêmes. Elle n'est jamais figée. Et c'est quelque chose qui s'apprend, qui évolue. C'est pas comme le vélo. Une fois qu'on en a fait, on s'en fait toute sa vie. La sexualité, ça évolue, ça se travaille, ça frivole un petit peu. Ça évolue avec nous. Donc, c'est très important de leur rappeler qu'il n'y a pas de norme et que la propre norme, la norme en tout cas, c'est la leur. Et puis, peut-être aussi que se réapproprier aussi son image en tant que patient, travailler son rapport au corps, à toutes les modifications corporelles que l'on subit, en parler avec son partenaire et aussi peut-être se faire aider sur ces plans-là qui peuvent impacter aussi la sexualité. Tu as raison, lors de nos consultations, alors je dis non parce que je suis en partenariat avec une psychologue lors de mes consultations, très intéressant d'avoir le regard médical, sexologue, mais aussi psychologique. Je connais mes limites et c'est très intéressant d'avoir cette alliance lors de nos consultations. Alors en effet, donc après avoir parlé avec ma consoeur psychologue, nous leur proposons d'ailleurs pour retravailler cette image de soi qui est souvent bafouée et racontée lors de nos consultations. On les oriente parfois vers justement les consultations type sport santé en lien avec des réseaux de sport santé, car l'image de soi étant fort impactée, le désir, souvent pour aller vers l'autre, est compliqué, mais comment
puis-je désirer l'autre? Comment imaginer qu'il puisse me désirer si moi-même je ne me désire pas? Donc ça passe par l'image de soi, ça passe par le sport. J'avais bien aimé un de tes podcasts où on avait entendu parler justement des Dragon Ladies. Et franchement, enfin voilà, la santé sexuelle, ça passe aussi par la santé physique, émotionnelle, par le sport. Et le lien social que ça crée aussi, c'est très important. Et voilà, donc on est vraiment en partenariat, on est un petit groupe dans les soins de support où on se relaie un petit peu les patients comme ça. Et puis quand à un moment ça va mieux, qu'on voit qu'avec leur corps et avec leur regard sur soi, elles ont plus d'envie, d'entrain, et ben elles reviennent nous voir et on remet en place des choses dans leur couple ou pour elles-mêmes. On parle après de fonction érotique parce que depuis tout à l'heure on parle du partenaire, de soi, du partenaire, mais c'est important de parler de soi en tant que patient ou patiente, et on travaille un peu le désir personnel, l'auto-érotisme. Alors, je ne sais pas si ça te parle, Abigail, l'auto-érotisme. Ça me parle complètement. C'est un joli mot pour parler de masturbation. Et justement, dans ce qui est proposé à nos patientes lors de soucis en lien avec le désir, eh bien, c'est comment retrouver une masturbation, puisque dans le couple, la pénétration, c'est très compliqué. Donc, on travaille beaucoup le désir et la masturbation. Pour certaines, ça va de soi. Pour d'autres, dans l'éducation, ça a été très compliqué et mis un peu de côté, assez tabou. Mais c'est pas grave, nous on est là aussi pour ça, on est là pour, entre guillemets, faire une petite éducation à la sexualité, rassurer et se réapproprier son corps en douceur. On y va lentement mais sûrement et on leur propose un petit panel thérapeutique, parfois avec des petits jouets érotiques. Et après, c'est intéressant de les voir évoluer en les revoyant plusieurs fois. Oui, tout ça, c'est sans compter, en effet, les problèmes antérieurs au parcours de soins qui peuvent encore plus compliquer la prise en charge. Très bonne remarque. Quand certains couples viennent nous voir parce qu'il y a un problème dans le couple ou en lien avec la sexualité, toujours très intéressant de demander mais quelle était la place de la sexualité avant dans le couple, mais aussi pour chacun. Certains voient justement dans le cancer une issue à la sexualité parce que ça ne les intéressait déjà pas ou plus, et ça se respecte, c'est le droit de tout à chacun. Pour d'autres, c'était quelque chose de très investi, la sexualité, c'était un pan de leur vie très important. Donc ils ont en tête parfois l'idée d'un deuil, que ça ne sera plus jamais pareil et qu'il faut en faire le deuil de cette sexualité, alors que non, la sexualité, on va l'adapter avec le sujet et sa maladie et ce nouveau corps à se réapproprier. C'est long, c'est sûr, il faut faire preuve de patience, ce n'est pas du jour au lendemain, mais c'est possible.